Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résumer le quatrième cours magistral d'attribution causale. Alors, ce quatrième cours magistral sera divisé en deux vidéos. Donc, dans cette vidéo-ci, on va principalement parler de la résignation acquise, alors que dans la seconde, on va principalement parler de comment, disons concrètement, on peut aider, euh, par exemple, ceux atteints de troubles comme la dépression, à, grâce à l'attribution causale, limiter leurs symptômes, peut-être même à les aider à sortir de ce trouble. Bon, sur ce, je commence tout de suite la vidéo. Dans ce nouveau cours, nous allons parler du rôle médiateur des différentes attributions causales dans divers problèmes et troubles. Donc on va parler de l'alcoolisme, de l'anxiété ou encore de la solitude. Il y a eu énormément d'études sur ce sujet, sur vraiment diverses, comment dire, divers domaines. Alors, elles sont souvent basées sur la typologie de Wiener, donc voilà, le cours magistral précédent, et elles se sont déroulées durant les années 80-90 et cherchaient à améliorer la situation des personnes en découvrant quelles attributions permettaient une meilleure stratégie de faire face. Et on commence tout de suite avec les travaux sur la résignation acquise. Seligman décrit en 1975 la résignation acquise comme l'effet de l'incontrôlabilité d'un événement qui vient impacter les apprentissages et conduites d'évitement. Il a en 1967, avec Auvermier, ou Auvergnat, je sais pas que je vais le dire en français, voilà, Auvermier, expérimenté cette impuissance en utilisant des chiens. Alors attention, je vais vous dire, j'aime pas du tout cette expérience, voilà. Moi qui suis, voilà, j'aime beaucoup les chiens, donc voilà, cette expérience m'a beaucoup dérangé, quoi. Mais bon. Au cours d'une première phase d'immobilisation, les chiens se retrouvaient suspendus en hauteur à l'aide d'un harnais. Un groupe expérimental pouvait apprendre à éviter des chocs électriques en appuyant sur une planche à bois en bois avec la tête au moment du signal. Donc il y a un signal et le chien peut apprendre à appuyer avec sa tête sur une planche en bois afin d'éviter le choc électrique. Alors qu'un autre groupe subissait inévitablement ces chocs. Un groupe contrôle ne subissait aucun choc et il restait simplement suspendu en l'air. Donc là on voit bien, il y a des chiens, ils peuvent rien faire, ils se prennent des chocs électriques. Voilà, on comprend. Quand on imagine, ça fait un petit peu mal, quoi. Au cours de la seconde phase, les chiens se situaient dans une double cage, où un avertissement sonore leur permettait d'anticiper le choc électrique et de l'éviter à temps en sautant d'une cage à l'autre. Donc il y avait un petit... Entre les deux cages, il y avait un petit espace, il fallait juste sauter de l'une à l'autre pour éviter de se prendre, encore une fois, le choc électrique. Alors, les résultats ont montré que les chiens qui recevaient inévitablement les chocs électriques au cours de la première phase, donc le groupe expérimental 1, ne cherchaient pas à éviter le choc, alors qu'ils le pouvaient. Ils pouvaient passer d'une cage à l'autre, mais ils ne cherchaient plus du tout et montraient de l'apathie. Donc, il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de grognement, ils subissaient et puis c'est tout. Les chiens provenant des autres groupes cherchaient à éviter les chocs électriques et n'étaient pas apathiques. Alors, ainsi, grâce à cette expérience, Seligman et Auvernier ont défini l'état de résignation acquise comme un état faisant suite à des expositions, à des stimulations aversives et incontrôlables qui empêchent l'apprentissage de conduites adaptatives futures. Cet état provoque un déficit motivationnel, émotionnel et cognitif. Cognitif où parfois, dans l'expérience, il y a un chien dans le groupe expérimental 1 donc, qui avait reçu les chocs inévitables, qui par hasard fuyait le choc électrique, mais derrière, il ne recherchait pas à reproduire ce comportement. Là aussi, petite précision, il y a plein de façons de parler de ce qu'on parle actuellement. Donc la résignation acquise, on peut dire résignation acquise, résignation apprise, impuissance acquise, impuissance apprise. Voilà, quatre façons de le dire, deux mots. Et du coup, dans le cours là, dans ce petit résumé, j'ai mis les cadres en fait. J'ai mis les quatre différents. Alors cette expérience a été reproduite de nombreuses fois avec d'autres animaux. Des effets à long terme ont été montrés par Mayer et Jackson en 1979. Alors Hiroto a appliqué cette expérimentation à des humains en 1974,
Heureusement, les sujets de cette expérience ont eu le privilège de ne pas se faire constamment électriser. Hiroto appliquait une méthodologie semblable, mais avec des bruits désagréables, et un bouton fonctionnel ou non. Les sujets ayant eu des bruits désagréables inévitables, donc inévitables au sens où le groupe témoin, on avait un groupe témoin qui recevait les bruits et ne pouvait rien faire, si je me rappelle bien. On avait un groupe qui devait appuyer sur un bouton 4 fois d'affilée pour hop qu'il n'y ait plus le bruit. Bruit dérangeant, ça peut être par exemple des bruits de tronçonneuse, perceuse, bref, des bruits très désagréables et plutôt forts. Et le groupe qui avait les bruits désagréables inévitablement, en fait, ils avaient le bouton, mais il ne marchait pas. Et donc, une fois la seconde phase, donc au moment où ils peuvent changer de pièce, et ben les sujets qui ont eu les bruits désagréables inévitablement ne cherchent pas à changer de pièce lors de la seconde phase, ni même à se boucher les oreilles. Heureusement, l'âme a une meilleure restauration à l'impuissance apprise. Il a provoqué cependant temporairement des effets sur l'humeur, donc notamment la tristesse, de l'anxiété ainsi qu'une diminution de l'estime de soi. Ces effets seraient semblables à certaines situations difficiles dans la vraie vie, comme l'échec scolaire, une longue période de chômage ou encore aux effets du vieillissement. Finalement, les effets de cette impuissance apprise entraînent des conséquences moins longues mais plus étendues. Cet état est aussi possible avec des événements positifs et s'ancre dans le besoin de contrôle et le sentiment de maîtrise de l'individu. Il est généralisable à d'autres situations. Donc, par exemple, un chien euh, qui a reçu des chocs inévitables, qui était dans la cage et qui ne réagissait plus, dès que dans d'autres situations un peu plus écologiques, c'est-à-dire naturelles, sera dans la même situation où il ne cherchera pas à éviter un événement négatif pour lui. Alors ensuite, on a Hiroto et Seligman, donc là, les deux plus grands ensemble, quoi, ont collaboré dans 4 expérimentations en 1975. Dans cette expérience, les chercheurs souhaitaient vérifier la généralisation de l'état d'impuissance acquise. Tout comme les expériences précédentes, elle est composée de 2 phases. Une phase d'exposition et une phase test dans une situation contrôlable. A l'inverse des autres expériences, la première phase pouvait être soit une exposition à des stimulations aversives et incontrôlables, donc aversives plus incontrôlables, ce sont des bruits désagréables, soit des stimulations uniquement incontrôlables, c'est-à-dire des problèmes insolubles. Et donc là, on a un petit schéma, j'ai fait un petit schéma qui vient représenter les 4 expérimentations. Donc à chaque expérimentation, il y a le groupe expérimental 1 qui est celui qui reçoit le bruit ou celui qui a les énigmes insolubles. Le groupe expérimental 2 est celui qui peut résoudre les énigmes ou euh, empêcher le bruit. Là, c'est la phase 1 et la phase 2 en bas. Groupe contrôle, c'est... Je ne me souviens plus très bien. On va plus se concentrer sur le groupe contrôle. Alors là, en vrai, groupe contrôle, je ne me souviens plus du tout. Il faudrait que je retourne voir. Le groupe contrôle, je ne me souviens plus. Donc, en tout cas, donc, il y a 4 expérimentations. Donc, une phase où il y a le bruit. Donc, les bruits désagréables, perceuses, tout ça. Une seconde phase où le bruit est évitable. Et le groupe expérimental 1, celui qui a eu en premier temps une phase inévitable, ne cherche pas à éviter alors que c'est évitable. Et grâce aux deux expériences, on voit que c'est généralisable. Par exemple, toujours le groupe expérimental 1 qui a passé euh, la condition de bruit inévitable, et ben ne cherchez pas ou ne résistez pas à résoudre les énigmes qui étaient résolvables sur ce coup-là. Donc la phase 2, tout est résolvable, tout est évitable. Évitable ou résolvable. Je sais pas si on dit résolvable maintenant que j'y pense. Donc l'expérience 3, c'est pareil. Si l'énigme était insoluble et qu'après il repasse une énigme soluble, et ben il ne réussissait pas, il ne cherchait pas. Enfin, il était en résignation, quoi. Et l'expérience 4, on passe de l'énigme au bruit, et là ça marche toujours, il y a toujours l'état de résignation. Donc là, je vais juste un petit peu répéter. Les résultats montrent que l'impuissance acquise provoquée par des bruits aversifs incontrôlables a été généralisée aux énigmes solubles et vice-versa. Donc vice-versa,
c'est l'énigme qui a été généralisée au bruit après. Énigme insoluble, bruit évitable. Donc là, on parle d'effet croisé. Voilà. L'étude cherchait à montrer la généralisation de ce phénomène grâce aux effets croisés. Alors, des modèles explicatifs ont été créés pour tenter d'expliquer l'origine de cette résignation apprise. Ils sont cependant insuffisants et ne s'appliquent qu'à l'homme. Alors que de base, ils devraient aussi s'appliquer aux chiens, car, première expérience, 1967, c'était bien avec des chiens. Nous avons des explications motivationnelles et cognitives. Alors, on va commencer avec les motivationnelles. On a la réaction à l'encontre du chercheur, où en fait le sujet deviendrait hostile à l'égard de l'expérimentateur, et refuserait de continuer à collaborer. En gros, il bouderait. On a aussi la protection de l'ego, où le sujet éviterait de reproduire des nouveaux échecs au cours de la seconde phase. Donc en fait, il ne tente rien pour être sûr de ne pas être en situation d'échec. Donc c'est un peu de l'auto-handicap. Et il y a eu des résultats un peu contradictoires pour cette explication. Après, du côté cognitif, on a l'inconsistance informationnelle, où le sujet s'épuise cognitivement durant la première phase, l'incitant à rejeter les activités coûteuses en seconde phase. Coûteuses au sens énergique, demande beaucoup d'attention, concentration, tout ça. Et on a pour finir l'interférence cognitive, où on a diverses cognitions, donc des pensées, de doutes et d'inquiétudes, qui viennent perturber les ressources attentionnelles du sujet, le rendant moins efficace à la résolution de la tâche. Alors bien évidemment, tout ça, ça s'applique une fois la deuxième phase. On tente d'expliquer la résignation une fois la deuxième phase. Le modèle d'Abramson, en 1978, vient enfin ajouter l'attribution causale comme médiateur de l'impuissance acquise. Selon ce modèle, l'absence de contrôle donné à l'échec lors de l'attribution causale viendrait diminuer les attentes lors d'une performance future et ainsi produirait cet état de résolution acquise. Donc là, il y a beaucoup de points communs avec la théorie de Wiener, la théorie intrapersonnelle. Pour les événements négatifs, l'attribution causale doit être de dimension incontrôlable, mais aussi stable et globale. Ainsi, Abramson vient mettre en lien la résignation apprise avec la dépression. On a ainsi le parfait exemple de la phrase prototypique que pourrait dire un dépressif: je suis incapable de faire quelque chose de bien. Voilà. Bon, là, par exemple, c'est après avoir raté le permis 3 fois d'affilée. Donc déjà, la cause est ici interne, car on parle bien de soi, le problème c'est soi. Donc l'incapacité, ça met ici une valeur de stabilité au sens où je suis incapable et je ne peux rien y faire. C'est quelque chose assez stable, je ne peux rien y faire. Et de faire quelque chose de bien, en fait, le quelque chose de bien, ça vient étendre. Donc c'est là où il y a le côté global. C'est pas je suis incapable d'avoir le permis, c'est je suis incapable de faire quelque chose de bien. C'est vraiment étalé. Et au contraire, si la personne aurait dit je suis incapable de réussir le permis, là, ça aurait été plus spécifique et donc ça aurait été une attribution causale beaucoup moins dangereuse qui risque d'amener vers une humeur dépressive, voire pire. Alors, Peterson et Seligman viennent ajouter à ce modèle en 1984 la notion de variable dispositionnelle. Il s'agit de certaines personnalités qui auraient un style attributionnel tendant le plus souvent vers des attributions internes stables et globales. Grosso modo, le pessimisme. Donc en fait, ils viennent ajouter en fait que certaines personnes sont plus à risque, et souvent, ces personnes-là seraient tout simplement les personnes les plus pessimistes. Ce seraient elles les plus à risque d'avoir ces attributions causales-là, de justifier un échec par une attribution causale globale, stable et interne. Et donc il y aurait un petit peu de variable interindividuelle là-dedans. Intra. Bref, vous m'avez compris, je pense. Une dépression a le plus de chances de s'installer si l'impuissance est vécue comme personnelle et non universelle. Donc là, il faut bien différencier. L'impuissance universelle induit que les autres non plus ne contrôlent pas un événement. Par exemple, le changement climatique. Il peut engendrer de l'anxiété, mais pas de la dépression.
contrairement à l'impuissance personnelle, où l'individu estime sa situation incontrôlable, alors que les autres réussiraient à la contrôler. On peut par exemple parler de la scolarité. Je suis en échec scolaire, je ne comprends pas, moi, je n'arrive absolument pas du tout à suivre les cours, j'arrive absolument pas à réussir, alors que mes camarades arrivent parfaitement à s'en sortir avec plus de 10 de moyenne. C'est tout pour ce cours, pour ce petit résumé de la première partie du quatrième cours magistral, pardon. Et bah je vous dis à bientôt pour la deuxième partie ou pour une autre vidéo.